va passer un peu plus de temps sur la question qui, donc, actuellement fait un petit peu polémique, qui est celle de la grossesse et des choix des médicaments qui vont être compatibles avec un bon devenir de l'enfant. Et globalement, je crois qu'une jeune femme épileptique va se poser les mêmes questions qu'une jeune femme non épileptique par rapport à sa grossesse. Comment ça va se passer, comment va se passer l'accouchement, qu'est-ce que je vais prendre comme poids, comment se fera l'allaitement. Mais là, il va y avoir deux questionnements un petit peu plus importants qui vont être tout d'abord quel impact de mes médicaments et de mon épilepsie sur mon bébé. Et ça va être vraiment la question primordiale. Et puis il va y avoir quand même aussi une deuxième question qui nous préoccupe également. Quel va être l'impact de la grossesse sur l'épilepsie ? Est-ce qu'il y aura des crises pendant la grossesse ? Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va se déséquilibrer ou pas ? Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de voir. Alors globalement, je crois qu'avant d'entrer dans le vif du sujet avec la dépakine, etc., je tiens quand même à rappeler que la grossesse chez une jeune femme épileptique doit se programmer, vraiment. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'évoquer très vite à la consultation, même chez des jeunes femmes qui, à l'évidence, ne sont pas du tout en désir de grossesse parce qu'elles font des études, parce qu'éventuellement, elles n'ont pas de conjoint, de petit ami, parce qu'elles sont trop jeunes pour avoir cette réflexion-là. Et bien entendu, toute femme, maintenant, a le droit de choisir son timing de grossesse. Mais il y a quand même un message que nous, on cherche à faire passer très tôt, c'est que la grossesse ne sera pas contre-indiquée, elle sera a priori possible, mais il va falloir quand même qu'elle soit éventuellement programmée bien en amont, parce qu'il va peut-être falloir revoir tout le traitement à cette occasion-là. Et que donc, s'il y a une mise à plat complète du traitement antiépileptique, ça peut prendre plus que quelques semaines, hein. Et donc, vraiment, cette programmation bien en amont, cette information bien en amont va vraiment être, à mon avis, primordiale dans la gestion et le bon déroulement de la grossesse. Alors, on a beaucoup progressé ces dernières années sur, finalement, l'impact des médicaments antiépileptiques sur le bébé, hein, notamment en termes de risque de malformation, grâce à la mise en place des grands registres de grossesse qui ont été mis en place à la fin des années 90. Hein. C'était 97, 98. Il y a énormément de registres qui ont été mis en place, mais non, globalement, il y en a 3 qui nous apportent beaucoup d'informations. Il y a EURAP, qui est le registre européen, que la France a rejoint justement avec le soutien de la FFRE depuis maintenant 2 ans. Et EURAP, vous le voyez, ça c'est le compteur d'EURAP, mais à ce jour, dans EURAP, il y a 22 774 jeunes femmes sous médicaments antiépileptiques qui ont été répertoriés dans ce registre. Donc presque 23 000 femmes, ça apporte quand même pas mal de renseignements, hein, voilà. Il y a 2 autres registres qui nous apportent également beaucoup de renseignements, c'est le registre américain et le registre anglais, parce que les Anglais ont un système de soins qui n'est pas toujours très facile, mais en termes de santé publique, ils sont quand même redoutablement efficaces. Donc ils ont mis très tôt un registre de grossesse en place, et donc ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que lorsqu'une de nos patientes nous annonce la bonne nouvelle, elle est enceinte, donc bien sûr on la voit immédiatement pour faire le point, et on lui propose tout de suite d'être inscrite dans EURAP. Alors c'est une inscription qui est anonyme, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver après le nom de la patiente, c'est anonymisé, et donc on va nous remplir des questionnaires tous les trimestres, et encore renseigner le registre 1 an après la naissance sur en fait le devenir du bébé, comment il se porte, est-ce qu'il y a en fait en gros malformation ou pas malformation, hein, et quel traitement a été pris. Et après, donc tout ça est mouliné et ça nous apporte des renseignements qui sont très très précieux, hein. Vraiment, je pense que c'est grâce à la mise en place de ces registres qu'on peut maintenant donner des chiffres en termes de malformation, etc. Donc ça nous a énormément apporté, avec bien sûr des résultats qui ont un petit peu tardé à venir, puisque ces registres ont été mis en place dans les années 97, 98, 99, donc il a fallu attendre plus d'une dizaine d'années, hein, voire une quinzaine, pour avoir les premières études qui sont sorties avec des chiffres importants, notamment concernant la dépakine. Donc vous le savez tous maintenant, hein, je crois qu'il suffit de regarder un petit peu les informations, que la dépakine est un médicament qui pose problème pendant la grossesse, qui pose problème pour 3 raisons. Un problème de ce qu'on appelle, nous,
sous un terme là encore très technique, la tératogénicité. La tératogénicité, ça veut dire malformation pour le bébé. C'est ça. Ensuite, on va en parler aussi un petit peu en termes de cognition, c'est-à-dire du développement donc, un petit peu intellectuel de l'enfant. Et puis, on va parler également du risque d'autisme. Tout ça a amené en fait des préconisations européennes et à l'Agence nationale du médicament de mettre en place en fait à partir donc, de janvier 2015 une obligation pour toute femme en âge de procréer ou pouvant être en âge de procréer, et on va voir que ça peut poser un problème aussi pour les jeunes enfants, les fillettes, d'un formulaire en fait d'accord de soins qui est donc soit signé par la patiente, soit par ses parents si elle est mineure, et où donc, eh bien, d'une part, on informe, mais ce qui est tout à fait normal, la patiente du risque d'une grossesse sous dépakine, et puis quand il faut quand même la laisser sous dépakine, parce qu'on va en reparler, je pense, après, il y a des cas où, globalement, la dépakine, c'est quand même ce qui nous rend le plus service, et donc, tant qu'elle n'est pas enceinte et qu'on décide, parce qu'il n'y a pas encore de projet de grossesse formalisé, et qu'en attendant, on a envie que l'épilepsie soit bien équilibrée, donc nous, on signe une première partie, on dit, voilà, je prescris de la dépakine, mais je n'ai pas d'autre alternative. J'ai bien informé ma patiente qu'il y avait un risque de malformation, un risque cognitif, un risque d'autisme. Voilà, on coche tout ça, on signe, on date. Et la patiente en dessous dit, oui, j'ai bien reçu l'information de mon neurologue, à savoir, il y a un risque de malformation avec le traitement que je prends, il y a un risque pour mon bébé si jamais, voilà, je m'engage à avoir une contraception efficace et je m'engage à ne pas être enceinte. Voilà, c'est stipulé, c'est daté, c'est signé. Et maintenant, normalement, la délivrance de dépakine à la pharmacie, on ne parle que des jeunes femmes, là, on est d'accord qu'on ne parle pas des hommes épileptiques, est régie au fait que donc, la patiente va devoir, en même temps que son ordonnance de dépakine, donner ce formulaire d'accord de soins à son pharmacien en ville. Sinon, normalement, la dépakine ne doit pas être délivrée. Et donc ça se fait à l'initiation du traitement ou ça se fait sur les renouvellements et ça doit être renouvelé tous les ans. Donc ça concerne les neurologues, ça concerne les pédiatres et ça concerne également les psychiatres parce que la dépakine peut également avoir d'autres effets que les effets antiépileptiques. Elle est pas mal utilisée en psychiatrie parce que c'est un médicament qu'on appelle normothymique, c'est-à-dire que ça régularise l'humeur. Et chez les gens qui parfois font en fait des alternances de dépression très sévères et des alternances d'accès maniaque, c'est un médicament qui va bien marcher parce que ça va vraiment bien permettre de régulariser l'humeur. Donc les psychiatres sont aussi amenés à utiliser la dépakine. Bien sûr en dehors de l'épilepsie, puisque c'est les neurologues qui suivent les patients épileptiques.